Et on reçoit notre premier invité de cette matinale, c'est Michel Audebon. Bonjour Michel. Bonjour. Un des patrons, directeur général de Gemway Assets, spécialiste des émergents avec ce fonds Gemway Equities. Michel, vous êtes, bien sûr, vous avez un super métier, vous vous baladez pour aller voir des entreprises plus merveilleuses les unes que les autres et en progression. Vous êtes intéressé à ce qui se passait du côté de Las Vegas en début de mois. Vous y êtes allé avec votre délégation pour aller voir tout ce qui est, voilà, ce qu'on appelle la French Touch, la French Tech, qui était en force à ce salon des technologies de Las Vegas. Exact. Alors c'est toujours passionnant, c'est pas un salon financier, donc on vient plutôt prendre des tendances, on n'est pas là pour chercher le dernier chiffre ou faire ce que l'on fait lorsqu'on va voir les sociétés sur place. Là c'est un petit peu plus sentir l'air du temps. Et puisque vous en parlez, oui, il y a deux pays qui ont marqué, je pense, le CES, le Consumer Electronics Show cette année, c'est la France et la Chine. La Chine, parce que c'était la deuxième délégation présente à Vegas. On avait un peu plus de 1300 entreprises chinoises, 1500 américaines, 300 françaises quand même. La France était la troisième délégation, mais la Chine était de loin la deuxième, avec 41% des entreprises présentes à Vegas qui étaient des entreprises chinoises. Et la France s'en sortait particulièrement bien sur un étage du CES. Le CES est sur 3 locations, 3 emplacements à Las Vegas. Sur un des emplacements, il y a un endroit qu'on appelle Eureka Park, qui est là où sont les petites startups, des stands un peu plus petits, avec les entreprises, avec les jeunes pousses. Et dans l'Eureka Park, là, pour le coup, on voyait vraiment une forte présence française. D'abord, la France a eu l'intelligence de regrouper une grande partie de ses startups sur 2-3 allées, avec un logo visuel, le coq, et des couleurs qui ont permis de comprendre qu'on était dans la zone France, ce qui n'existait pas forcément sur les autres zones, et puis surtout des entreprises exceptionnelles. Donc oui, de très belles choses. Je crois que la France a un peu pris de 30 Innovation Awards, ce qui était très beau. Est-ce que, je disais, il y a toutes les entreprises de la French Tech, est-ce qu'il y a quand même des acteurs cotés qui y vont ou qu'on croise Oui. Bon, bien sûr, on pense voilà, à tout ce qui est automobile connecté ou autonome, mais aussi dans d'autres secteurs. Est-ce que là, vous avez vu des gens qui pourraient faire partir de futurs portefeuilles ou de sociétés qu'on connaît? Ah bien sûr, juste un mot peut-être, puisque vous parlez de voitures connectées, évidemment il y avait des démonstrations un petit peu partout. Retenez que cette année, le CES est devenu un salon automobile plus important aux États-Unis qu'au Détroit, qui était le traditionnel salon automobile mondial, enfin, américain. Le CES est devenu plus important en termes de nombre d'exposants, en fait tout le monde était là. Il en manquait un, guess who, c'est Tesla, il n'était pas là, Tesla a snobé le CES, mais tous les autres constructeurs mondiaux étaient là et venaient présenter leurs nouveautés. Lorsque vous parlez de sociétés cotées qui pourraient donner des idées, oui, il y avait des gens comme Mobileye par exemple, qui sont des Israéliens, qui sont les leaders justement des systèmes ADAS, aide à la conduite autonome. Mobileye faisait une démonstration, je n'ai pas résisté au plaisir d'y assister, et c'est vrai que c'est bluffant. C'est bluffant. Aujourd'hui, ils pilotent les sociétés, on voit quelques images, là, ils pilotent les voitures avec 8 caméras. Donc vous avez 3 caméras devant, une très large, la centrale qui est censée reprendre la vision humaine, et puis une qui va beaucoup plus loin, une caméra derrière, 2 sur le toit de la voiture, et puis surtout 2 caméras qui sont au niveau des clignotants, vous savez, des rappels de clignotants sur les ailes, qui sont à 90 degrés, et on voit parfaitement partout. Avec ça, le système est très efficace. Mais juste pour donner une idée, si on revient dans les investissements, ça veut dire que là où aujourd'hui dans le monde on a un peu moins d'une caméra par voiture, quand on va aller vers ces évolutions-là, Mobileye aujourd'hui c'est 8 caméras par voiture. Voilà, et donc ça veut dire encore plus d'électronique embarquée évidemment. Mobileye, c'est israélien, je crois, c'est ça? Mobileye est israélien, ouais, tout à fait. Voilà, et bon, concurrent de Valeo qui a investi aussi, qui co-investit évidemment. Alors le lien avec les pays émergents, puisque c'est quand même votre corps de métier, Michel Audebon, derrière ça va être quoi? Comment vous allez articuler tout ça? Quel est l'intérêt pour vous d'aller voir ces nouveautés? Oui, parce qu'il y a beaucoup, on a parlé de Mobileye, mais quand on parle de Mobileye, il faut remonter un petit peu. On dit caméra, qui dit caméra dit des sociétés comme Sony Optical et autres. Je disais qu'il y avait 41% de sociétés chinoises présentes au CES.
elles sont quasiment toutes là. Donc ça permet de voir comment Baidu, comment Alibaba est en train de se positionner. Baidu est en train lui aussi d'aller, donc le moteur de recherche un peu, hein, on va dire le Google chinois pour simplifier, est en train de se développer très fortement sur l'automobile autonome. Ils sont en train de mettre en place un réseau de cartographie, une Google Map intelligente qui sera beaucoup plus interactive et interconnectée avec les voitures autonomes. Alibaba, Alipay par exemple, a présenté un système qui s'appelle Smile to Pay. Alors, ce n'est pas la toute première fois qu'il le présentait, mais c'est la première fois qu'il le faisait, enfin qu'on a pu le voir à l'œuvre. Et j'ai pu assister à ça, c'est bluffant. Hein. Donc, c'est un petit écran de télévision qui fait à peu près 40 sur 60. Vous êtes en face de l'écran, il y a quelques petites caméras, 3 petites caméras au-dessus. Et en 5 secondes, ça reconnaît votre faciès. Et le paiement est effectué sans carte bleue, sans code, en passé 4-5 secondes devant la caméra, ça y est, vous avez payé. Alors aujourd'hui, ils ont un petit souci, ils ne reconnaissent que les faciès asiatiques, et chinois en particulier. Hein. Ils ne peuvent pas l'appliquer à l'Europe ou aux États-Unis, mais aujourd'hui, ils l'utilisent déjà avec leurs 450 millions de clients d'Alipay en Chine. C'est une belle révolution pour les banques à venir. Voilà, donc il faut aller voir les innovations pour comprendre le monde de demain avec toujours plus d'innovation, d'inventivité, de disruption, comme on dit aujourd'hui. Justement, on va parler de ces fonds émergents. Ça va mieux pour les émergents, en tout cas en fin d'année, mais il y a quand même des épées de Damoclès, des risques qui pèsent sur les valorisations, pas forcément sur la dynamique. Le premier risque que vous avez identifié, Michel, c'est le protectionnisme américain. C'est complètement d'actualité. Donald Trump sera investi officiellement demain. Oui, c'est un risque, puis surtout c'est un des risques qu'on maîtrise le moins. Ce que l'on peut, vous voyez 2-3 petites choses sur ce transparent, ce que l'on peut dire, c'est qu'on est face à des risques extrêmes, des black swans. S'ils se produisent, ce sera compliqué pour les pays émergents, sûrement compliqué pour les pays développés aussi. S'ils se produisent, quel est le risque majeur? Le risque majeur, c'est qu'on ait un clash entre les États-Unis et la Chine, et que derrière cela nous amène vers une réduction du commerce mondial. Les émergents ont été les grands bénéficiaires du développement du commerce mondial ces dernières années. Si on allait significativement en sens inverse, ce serait très vraisemblablement les grands perdants. Donc on a ce Black Swan qui, s'il se produit, n'est pas du tout intégré dans les cours aujourd'hui, enfin n'est pas intégré à 100% dans les cours, et s'il se produisait, ce serait une très mauvaise nouvelle pour les marchés, au premier rang desquels les marchés émergents. Alors une fois que l'on a dit ça, on peut regarder deux choses. La première, c'est... Ils sont pragmatiques quand même, hein, les Xi Jinping, Donald Trump, enfin Donald Trump, à la fin peut-être on se dit c'est des postures, voilà, beaucoup de bruit pour rien, et puis in fine il y a quand même tellement aujourd'hui d'échanges entre les deux grandes puissances. On espère évidemment qu'il n'y aura pas de guerre économique. Voilà, c'est un risque, mais peut-être le risque encore plus important, c'est le risque sur la Chine. En 2017, on a déjà eu des remous, on sait que c'est une année de transition en politique, il va falloir suivre attentivement ce qui se passe notamment sur le yuan, qui est défendu, hein, évidemment, la Chine qui veut en faire une monnaie standard, un nouveau standard international. Oui, alors là, sur ce risque-là, autant le premier, il existe, on estime juste qu'il est peut-être surestimé par les marchés aujourd'hui, mais il est là, faible, comme vous le disiez, pour quelques raisons que vous évoquiez. Autant le deuxième ne nous inquiète pas particulièrement, on est dans une année politique. En fait, il faut que l'on arrête de regarder la Chine avec nos lunettes, il faut que l'on prenne des lunettes chinoises qui sont totalement différentes. Donc, qu'est-ce que nous montrent les lunettes chinoises aujourd'hui? On rentre dans une année politique. 2017, c'est l'année politique avec un grand P. On aura à l'automne la réélection du Politburo. Xi Jinping, qui a de grandes ambitions, bien sûr en deuxième mandat, ce qui ne devrait pas poser de problème, mais peut-être plus, ce qui n'avait jamais été fait depuis Deng Xiaoping, a impérativement besoin d'avoir un Politburo qui soit totalement fidèle. Et c'est donc stratégique que ce Politburo soit renouvelé avec des hommes à lui. C'est une échéance politique importante. En fait, elle se déroulera sûrement cet été. Il y a une réunion informelle dans le sud de la Chine, au bord de la plage, où les dirigeants décident qui rejoint le Politburo. Enfin, décident de tout d'ailleurs, entre autres de ça. Donc on va dire que juillet est une échéance capitale en Chine. C'est la dernière échéance. Après, le paysage politique sera beaucoup plus simple jusqu'en 2020-2021. Quand il y a en Chine des échéances politiques importantes comme ça, il y a une règle, c'est qu'on fait en sorte que l'économie ne soit pas un problème.
quand le politique est capital, il ne faut pas que l'économie vienne polluer cela. Donc, on va vraisemblablement avoir, d'ici juillet prochain, de bons chiffres économiques globaux. Si jamais ça ne devait pas être le cas à un moment, la Chine ouvrirait les vannes un petit peu comme elle l'a fait parfois l'an dernier, pour redonner un petit peu de croissance, refaire un petit peu d'investissement de ci, de là, et faire en sorte qu'on revienne vers les 6,5. Une année politique, vous le disiez, hein, l'élection est quasiment jouée, ça veut dire qu'il n'y aura quand même pas de grand bouleversement de ce côté-là. Néanmoins, on peut voir des troubles. Est-ce qu'il peut y avoir quand même un risque sur la marge du business en Chine? Ça peut freiner à court terme? À court terme, non. Non, à court terme, je pense qu'au contraire, ils vont bien le maintenir, mais ça va très clairement freiner. C'est-à-dire après juillet, lorsqu'il n'y aura pas... Alors, il y a une grosse échéance, pas sur le renouvellement de Xi Jinping, une grosse échéance sur le renouvellement Politburo. Ça, c'est pas du tout joué encore. Ouais. Mais oui, une fois que cela sera passé, eh bien, l'économie ne sera plus une priorité. Et donc, on pense très clairement que la croissance chinoise va revenir vers sa croissance structurelle actuelle, qui est peut-être 5, 5,5%, 6%. Donc, on va avoir une moindre croissance de l'activité chinoise. Est-ce que cela va poser des problèmes majeurs en Chine? Non, on ne le voit pas. On a vu un yuan affaibli, et vous montriez un graphe à l'instant des déficits fiscaux chinois, on le voit sur la partie gauche. Bon, il reste quand même des réserves, même si celles sont en baissée, on est à 3 000 milliards de dollars. Oui, tout va bien. Merci Michel, on retiendra, il faut regarder la Chine avec les lunettes chinoises et non pas les lunettes occidentales. Pour la Chine, année politique importante, mais ça devrait quand même bien se comporter au niveau des marchés. Merci Michel, Merci une vignette innovation géopolitique, géostratégique, et évidemment vous reviendrez nous en parler de ces émergents. Dans un instant, la suite, c'est le Morning Trading avec Louis Azaïs.